Nadav Lapid, réalisateur israélien, est né à Tel Aviv. Il puise dans son histoire personnelle, notamment son passage dans l'armée, pour construire des films à la fois politiques et poétiques qui démontrent les absurdités d'une société israélienne sclérosée. Aujourd'hui, résident à Paris, il livre son regard sur les récents événements que traverse son pays. Sur l'attaque du Hamas, qui a fait plus d'1 millier de morts, est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas avoir su protéger les civils ? Je pense moi, je pense qu'il faut être fou pour ne pas haïr du fond du cœur ce gouvernement, surtout si vous êtes israélien. Ces gens, j'imagine, pris par leur sentiment de supériorité, on pensait qu'ils pourront jouer avec le Palestinien un peu comme on joue avec des gosses pas très intelligents, susciter et renforcer la division intérieure et renforcer les extrémistes et affaiblir les modérés, priver de n'importe quel leader charismatique d'arriver au pouvoir. C'est un comportement d'idiots et de psychopathes et de gens qui vraiment, dans ce sens-là aussi, ont trahi aussi leur peuple, parce que c'est quand même impensable qu'un pays pareil où l'armée, c'est quelque chose de sanctifié et qui se vante le jour et la nuit à avoir l'armée la plus moderne au monde, etc., etc. Enfin, que tout cela se termine avec des gens qui meurent comme des juifs dans un pogrom en Ukraine, ou quelque chose comme ça, qui sont assassinés de la manière que ces gens ont été assassinés. Après, moi, mon seul problème, c'est que je pense que il faut dire que c'est pas ce gouvernement-là qui a commencé cette politique. Enfin, Israël a fait tant de mal. C'est pas la faute de ces gens qui ont payé d'une manière tellement cruelle leur vie, enfin avec leur vie. Tant que les gens comprendront pas que ils peuvent pas, que c'est impossible de laisser ou de mettre des autres gens dans des conditions que vous n'auriez pas acceptées pour une seule seconde. Oui, les gens, ils deviennent fous parce qu'ils passent 30 minutes dans un embouteillage ou à cause d'un accident de métro. Imaginons la vie à Gaza. Donc, je pense que tant que les Israéliens n'arriveront pas à se débarrasser de ça, on ira nulle part. C'est pour cela que je pense que ça se lie un peu à ce que j'ai dit auparavant sur une maladie. Je pense qu'en Israël, le problème, finalement, c'est pas Netanyahou. Enfin, le problème, Netanyahou, c'est juste une expression de quelque chose. Parce que, peut-être comme toujours, mais le problème dépasse des questions politiques simples. Le problème, c'est quelque chose qui était déformé dans l'âme collective du pays. Après, je suis sûr que la société palestinienne a ses propres problèmes. Et j'aimerais pas du tout tomber dans une sorte de... Oui, nous, on est terribles. Évidemment que les Palestiniens sont tous sauf décents. On pouvait témoigner ça. Je pense pas que c'est mon rôle de commencer à analyser le problème des sociétés palestiniennes. Ça me paraît complètement bête. Vous dites, on a rendu Gaza monstrueux, pas étonnant que des monstres aient poussé là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je pourrais expliquer ce que je voulais dire par là. Et après, j'aimerais aussi préciser que même si je pense que sur le plan de l'art, enfin, du rythme et sur le plan littéraire, cette phrase, enfin, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est pas complètement précise. Mais ce que je voulais dire, je pense que c'est assez évident. Je pense que des humains ne doivent pas vivre dans un endroit où ils ont aucun horizon et aucun espoir. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que selon vous, vous sortez un peu du manichéisme
aujourd'hui qui nous a un peu apposé des méchants contre les gentils. Vous nous expliquez que selon vous, même si vous excusez pas, il y a une raison pour qu'on en arrive à un tel point pour que de telles exactions soient commises. Ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est évident. Je pense qu'Israël, c'est un pays qui est obsédé par l'idée de sa supériorité et par l'idée du contrôle. Et pas du contrôle sur les autres, et sur les Palestiniens, sur les Arabes, pas par l'idée de la coexistence. Et cette idée, au-delà de désastreuse pour les pays, ça va les ruiner et ça rend son existence très problématique sur le plan moral. Enfin, je pense qu'on n'a pas fondé un pays pour être des maîtres d'esclaves et parfois des assassins. On n'a pas non plus fondé un pays pour que des Israéliens soient abattus. Je pense que finalement, c'est la dichotomie. C'est-à-dire, soit on accepte la dichotomie classique de la dichotomie de gens qui adorent que le sang et le feu, la dichotomie qui dit il y a que des bourreaux et des victimes. Il n'y a que des assassins et des victimes. Il n'y a pas d'innocents. Et si on accepte cette dichotomie, donc évidemment, tout est légitime. Ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe en ce moment à Gaza est légitime. Ce qui s'est passé, ce que le Hamas a fait est légitime. Ça devient juste une sorte de jeu de rôle ou jeu des masques. Une fois, c'est moi le victime et vous êtes les bourreaux, et puis on échange les masques. Soit on croit à l'innocence des humains. Et je suis bien conscient que quand vous grandissez dans un endroit comme la bande de Gaza, c'est compliqué de croire à l'innocence des humains, puisque pour croire à l'innocence des humains, il faut d'une certaine manière croire à la beauté. Et quand vous êtes complètement privé de n'importe quelle forme de beauté, c'est très très compliqué d'y croire. C'est comme croire à un phénomène surnaturel que vous avez jamais vu. Si vous avez jamais vu l'arc-en-ciel, c'est compliqué d'y croire. Et le fait qu'on a privé des Gazaouites n'importe quelle forme de beauté, dans le sens profond du mot, qui est peut-être le seul goût de la vie, ça nous rend absolument aussi responsables pour ce qui s'est passé. Alors, ce regard que vous portez un peu sur la politique israélienne, sur la société, vous l'avez aussi retranscrit dans vos films. Hein. Vous êtes réalisateur, comme vous l'avez dit. Alors, pourquoi c'était important pour vous de retranscrire ce regard critique ? Et qu'est-ce que vous voulez montrer, en fait, à travers votre cinéma, à travers tous les films que vous avez réalisés ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Plusieurs choses, évidemment, mais d'une manière plus générale, je pense que je suis fasciné par des individus obsessionnels qui se révoltent contre ce qui paraît les lois les plus essentielles de l'existence aux autres, et qui se mettent en guerre et en combat et perdus d'emblée, qui se heurtent contre des murs et des portes fermées, des gens qui vivent des contradictions à fond, qui se révoltent contre la violence d'une manière violente, contre la brutalité avec brutalité. Je pense que, depuis mon tout premier film, depuis mes premiers courts-métrages, j'avais l'impression de vivre au cœur d'une réalité malade. De faire partie d'une âme collective malade, qui est aussi la mienne. Vous parlez d'Israël, quand vous dites ça ? J'ai l'impression que ce qui, par exemple, caractérise dans ce sens-là mes films, c'est que même s'ils sont parfois, je ne sais pas, explicites, brutales, et très frontales, et même si j'insulte mon pays avec tous les
les insultes et tous les adjectifs péjoratifs qu'on peut trouver dans un dictionnaire, il y a toujours l'impression que j'en fais partie. Et moi, je pense que j'avais toujours l'impression de quelqu'un qui, à la fois, voit les démons, mais les démons aussi à l'intérieur de lui. Donc, qui voit la maladie, mais qui en fait doit, comment on dit ça en français? Exorciser. Et oui, je pense que mes films tournent beaucoup autour de ça. Vous avez grandi à Tel Aviv, c'est ça? Et alors, comment ça s'est passé votre enfance? Quels souvenirs vous en gardez? Donc j'ai grandi à Tel Aviv. Mon père est un écrivain et ma mère était une monteuse de cinéma. Et donc j'ai grandi dans une famille assez bohémienne, une famille de gauche. J'ai l'impression que j'étais un enfant assez sensible. Il y avait une période dans ma vie, quand j'étais très jeune, que j'avais l'habitude de réciter des poèmes. Et en même temps, depuis un âge très très jeune, j'étais ébloui par, j'imagine, comme 99% des enfants. J'étais ébloui par des histoires de chevaliers, d'héroïsme. Mais quand j'avais 7 ans, par exemple, a commencé dans ma vie la période de la glorification de Napoléon Bonaparte, qui était pour moi un tel idole que dans un moment je refusais d'apprendre l'anglais. Donc j'étais en fait bonapartiste, une sorte de nationaliste français dans un âge très très jeune. Mais je pense qu'il y a même, avec tout cela, je pense que j'avais des instants sociaux assez développés. Et j'ai compris, même si mes parents n'avaient aucune aspiration que je deviendrais ces modèles virils israéliens, mais je comprenais que c'est ça, c'est que les sociétés attendent de vous. Et je me suis donné à ça entièrement. J'ai toujours l'impression qu'en Israël, vous commencez votre service militaire à l'âge de 6 ans et vous ne le terminez jamais. Donc moi, je pense qu'une fois que j'ai affronté cette virilité qui est censée vous faire glisser aux uniformes, aux fusils et aux flancs que vous allez porter pendant votre service, j'étais très charmé par cela. Quand j'avais 18 ans, et je suis allé avec tout l'enthousiasme au monde faire mon service militaire. Et la seule chose qui m'intéressait, c'est être un héros de guerre. J'espérais que me faire tuer et tuer au nom de mon pays. Mais c'était étrange parce que d'une certaine manière, ça n'avait rien à voir avec des opinions politiques. Moi, toute ma vie, j'ai voté pour les partis communistes, juifs, arabes en Israël. Je me souviens même d'un épisode qui m'est arrivé pendant mon service militaire, quand j'étais déjà soldat. J'ai lu un livre d'interview qui était fait avec un des députés de Yasser Arafat. Et une fois, je l'ai oublié dans le poste de garde. Et quand ils l'ont découvert, ils l'ont automatiquement font démarrer des sirènes parce qu'il était convaincu qu'il y a un terroriste à l'intérieur de la base, parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un soldat va lire ces bouquins. Pour eux, c'était la preuve de l'existence des terroristes. Donc moi, du point de vue de mes opinions, je sais pas, j'ai toujours pensé que tout ce qu'il faut penser quand vous êtes gauchiste israélien. Mais ça n'a pas du tout privé le fait qu'à l'âge de 18 ans, je rêvais qu'aller partir en guerre. Et c'est lié, je pense, chez moi, j'ai beaucoup d'Israéliens, je pense que c'est lié aux choses qui sont malheureusement beaucoup plus profondes que les opinions. C'est lié à une forme Ça touche la question, par exemple, qu'est-ce que vous trouvez beau? Moi, je pense que je trouvais des gens en uniforme
très très beau, que je trouvais que les gens armés sont beaux. Moi, si aujourd'hui, quand je passe ou quand je participe dans une manif à Paris, j'ai toujours ce moment de fascination quand je regarde les CRS. Et je pense que ça, c'est une chose. Nous, on n'a pas grandi avec l'idée que les policiers ou les soldats sont les autres ou sont même un ennemi potentiel. On a grandi avec l'idée que les soldats, c'est nous. Et que les soldats sont beaux. Et qu'il y a, d'une certaine manière, rien de plus beau. Je parle d'une manière très, très basique, là, mais simple, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau pour un homme que porter des uniformes. Et c'est des choses qui sont ancrées dans votre tête. Et c'est beaucoup plus compliqué de retirer ça que de changer d'opinion. L'opinion, on peut les changer comme on change des vêtements. Mais des critères esthétiques, je pense, des instants esthétiques ou des instants existentiels, c'est beaucoup plus compliqué. À quel moment vous avez eu ce déclic où vous avez eu un regard changeant et critique sur la société dans laquelle vous avez grandi? Moi, mon déclic de tout ça, en regardant rétrospectivement, et je pense que ça m'est arrivé quelques mois après l'armée. Je commençais des études de philosophie et d'histoire à l'université de Tel Aviv. C'est ça la chose la plus folle, je pense, avec l'armée, qu'un jour vous les terminez, et c'est comme si ça n'a jamais été. Après, vous revenez pour des services de réserve. Donc oui, mais je veux dire, c'est comme si, en fait, un jour vous le terminez, et le lendemain, vous prenez un bière avec un ami dans un bar à Tel Aviv, et en fait, rien ne s'est passé. Donc, quelques mois après la fin de mon service militaire, alors que ma vie était assez belle, j'étais étudiant de philo, j'ai commencé à travailler dans une sorte d'hebdomadaire assez chic à Tel Aviv. Je fais ce que les gens à Tel Aviv font beaucoup, la fête. J'ai été épris par un sentiment très clair que j'ai vu dans l'enfer et que il faut que je sauve tout de suite mon âme et moi-même. Et aujourd'hui, je pense, regardant en arrière, je pense que c'était trop. Tout cela était trop. Enfin, il y a un moment. Le problème avec tout cela, je pense pour moi, c'est que, comme j'ai dit auparavant, c'était pas ma nature d'être un soldat, comme c'est pas la nature de beaucoup de gens. Et en même temps, je voulais être le meilleur soldat du pays. Donc, pour faire cela, vous commencez à vous déguiser, porter des déguisements et des masques. Or, que tout cela dure trop de temps. Déjà, le service, moi j'ai fait un service de 3 ans et demi, et ça commence bien avant, et après tant d'années, vous savez plus qui vous êtes. Si vous êtes le déguisement, ou vous-même. Je pense que c'est ça, c'est que j'ai essayé de sauver pour éradiquer, arracher cette chose. Il fallait des électrochocs. Et alors aujourd'hui, vous vivez à Paris, vous vivez ce qui se passe actuellement avec une certaine distance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des prises de parole politiques, de la couverture médiatique? Ça, je pense que c'est évident que les soutiens que la France a amenés, comme beaucoup d'autres pays, que la France aussi a permis, a autorisé à Israël de faire ce qu'il fait pendant des années au territoire à la bande de Gaza. Et je pense que c'est une honte. Enfin, aussi, je pense que des Français doivent se poser cette question aussi. Le fait que le gouvernement porte aussi une responsabilité, le fait qu'il n'y avait pas une pression internationale sur Israël, le fait que personne n'a exigé Israël d'arrêter cela, le fait qu'il n'y avait jamais des sanctions,
le fait qu'Emmanuel Macron accepte Netanyahou comme s'il était un leader légitime. Il n'est pas un leader légitime parce qu'un leader qui met des gens en siège n'est pas un leader légitime, ou un leader politique qui occupe n'est pas légitime. Dupé, que j'ai lu après après ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression de voir beaucoup de réactions attendues et un peu vaines, c'est-à-dire du genre que de parler sur cette violence terrible, mais donner aucun contexte, aucun regard plus large à cette violence. Je pense que c'est... Et surtout les Français, vous vivez pas en Israël, vous vivez pas à côté de tout cela. Vous avez vraiment ce privilège de réfléchir un peu plus que de juste émettre des phrases instinctives qui veulent rien dire. C'est très compliqué de regarder les choses telles qu'elles sont, je pense. Après, je dois dire, c'est très compliqué de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est très... Moi, je trouve que surtout ce qui est compliqué, c'est que parfois, il y a une sorte de banalité presque basique et humaine qui est peut-être la seule chose à dire. Et on est un peu écœuré par ça, y compris moi-même. On a l'impression de dire des phrases qu'on peut imprimer sur un t-shirt. Et on ne veut pas tomber à ça. Donc, on va au sophistiqué et on s'éloigne de d'une sorte de vérité immédiate. C'est toujours étrange. Vous avez l'impression que très souvent, soit les gens sont trop ignorants, soit ils sont trop érudits pour parler de la chose. Est-ce que, comme vous dites, hein, là c'est une question qu'on pourrait imprimer sur un t-shirt presque, que je vais vous poser, mais est-ce que vous avez quand même une petite lueur d'espoir? Est-ce que vous imaginez un avenir où peut-être une véritable paix sera possible et on n'aura plus ce genre d'événement? Pour moi, espérer, avoir de l'espoir en ces moments-là, ça me renvoie à des endroits presque mythologiques ou bibliques. Je pense à Noé, à Noach, dans un arche en plein déluge, qui se dit, est-ce que ça va être toujours comme ça? Et du coup, un jour, ça se termine et il voit, je sais pas, un sommet de la montagne ou quelque chose comme ça. Je pense que il faut espérer parce que le mot espoir existe. Il y a une raison pour laquelle ce mot existe dans le dictionnaire. Il y a une raison pour laquelle ce verbe existe, espérer. Rien dans la réalité, je pense, nous donne quelconque raison de croire que ça va aller vers le mieux. Quand vous arrivez à éradiquer l'autre et pleurer quand il arrive à vous tuer. C'est vraiment je pense, les rites les plus déprimants qui existent. Donc, je pense qu'il faut respecter aussi les désespoirs.